Et si un événement remettait en question votre destin, votre vie? À quoi ressemble l'après? A-t-on réellement envie de le savoir? Si oui, dans quel but? À chaque tragédie, la page peut se tourner de mille et une façons. À chacun de trouver sa voie. Et entre nous, aujourd'hui, l'heure est à l'hommage. Bienvenue chez Nun. C'est toujours un enchantement de faire cette émission à tes côtés. Et pour ce deuxième numéro, Shannon, tu m'as suggéré une œuvre ô combien poignante, qui est un peu la porte ouverte à une réflexion un peu plus large. Comment raconter une tragédie à l'écran, et en l'occurrence le 13 novembre. Car effectivement, quelle que soit un peu son importance, son degré de médiatisation, chaque tragédie est vécue et personnelle, hein, chacun la traverse à sa façon et la partage aussi à sa manière. Et d'un point de vue scénaristique, la façon de le mettre en scène n'est pas une tâche aisée, même on pourrait dire que c'est impossible. Et puis en fait, la façon et les axes un peu de scénarisation sont diverses, et on le voit avec les différentes œuvres qui tournent autour du 13 novembre. Parce qu'en fait, voilà, on a d'une part le fait de revivre les faits tels qu'ils étaient au travers de témoignages, ou alors c'est un peu modifier certains détails de la réalité, ou du moins d'essayer de reconstruire la réalité à partir de ce qu'on a, sans pour autant la brouiller et avoir l'essentiel de ce qui s'est passé. Et en fait, pour l'œuvre qu'on va évoquer dans cette émission, on sera plutôt dans la deuxième hypothèse, où on va avoir une autre approche finalement des attentats du 13 novembre, une approche qui est véritablement très intéressante et complémentaire un peu avec ce qu'on a pu déjà voir par le passé. Mais avant d'en parler, Shannon, tu connais, c'est la partie un peu connaissance, quiz, les questions de Flo. Alors aujourd'hui, Shannon, le thème est centré autour des adaptations du 13 novembre 2015. Je pense que tu vas t'en sortir, c'est sûr. Le principe, je le rappelle, une question. Parfois, alors là, il n'y a pas de possibilité de réponse. Il faudra vraiment donner du tac au tac. Oh là 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 là, j'ai peur. Je sais que tu stresses chaque mois avec ces fameuses questions de Flo, mais on vise le sans faute. On y croit cette fois-ci. Alors, première question, allez, la plus dure des trois, vraiment. Mais je suis sûr que tu vas y arriver. Que symbolise la devise Fluctuat nec mergitur? Qui est une référence à une série, un documentaire sur le 13 novembre. Alors, ça a l'air d'être du latin. C'est du latin. J'ai fait latin. Alors c'est pas, faut pas traduire. C'est vrai, c'est quoi cette devise? C'est par rapport à quoi? Si tu la traduis, c'est plus un point, mais. Ah oui, mais je pourrais pas la traduire en fait. C'est ce que j'allais dire. Je sais pas. J'en sais rien du tout. Alors, Fluctuat nec mergitur, j'espère que je prononce bien, c'est la devise de Paris. La devise de Paris, et ça veut dire tangue mais ne sombre pas, pour votre culture personnelle. Alors, c'est une référence à la mini-série du même nom qui est parue sur Netflix en 2018. Donc, c'est un documentaire qui a été réalisé par les frères Naudet, qui raconte les événements du 13 novembre avec, en parallèle, des témoignages des rescapés, ainsi que de toutes les personnes qui sont intervenues plus ou moins directement dans ces attentats, les policiers, les personnels de santé, le personnel du Bataclan par exemple. Donc c'est un documentaire en 3 épisodes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande vivement. Il est très dur à regarder, mais il est aussi nécessaire pour avoir le point de vue de ceux qui y étaient finalement. Bon, pas de point, mais c'était cette question en fait où je redoutais pour toi, mais c'est pas grave. Je pense que les 2 dernières, ça va être assez facile. Deuxième question, donc, dans quelle série peut-on voir s'illustrer Mélanie Thierry, Reda Kateb, Carole Bouquet ou encore Frédéric Pierrot, en lien avec le 13 novembre? Un indice, on en a parlé, on en a parlé plusieurs fois entre nous. Une série sur le 13 novembre, on en a parlé que d'une, hein. J'ai un trou de mémoire terrible là. Fallait me dire de réviser, Florian, c'est pas possible en fait. Ah, mais écoute, ce serait trop facile. Allez, je te donne des indices, c'est une série en 35 épisodes, il n'y en a pas 36, hein. Ah bah, en thérapie. Oui, en thérapie, exactement. Donc c'est la série Phénomène d'Arte qui est produite par le duo Toledano-Nakache. Donc c'est une série qui est un peu plus psychologique entre guillemets parce que elle raconte le parcours de
de différents personnages, certains ayant vécu les attentats, mais ça ouvre une réflexion sur la société de l'époque qui est vacillante entre l'avant et l'après attentat, et une société qui avance un peu dans le flou, parce que c'est un peu une situation inédite pour beaucoup de personnes. C'est vrai qu'il nous avait bouleversés. Et il y a une saison 2. Et en fait, oui, en fait, j'étais encore sur la saison 2 qui se passe après le Covid, en fait. Donc j'avais presque oublié cette première saison qui était incroyable d'ailleurs. Mais c'est vrai que oui, elle parlait du 13 novembre, en effet. Effectivement. Toujours disponible sur Arte, parce que je crois que c'est disponible pendant 5 ans, un truc comme ça. Dernière question. Comment s'intitule le film incarné par Jean Dujardin sur les 5 jours post-attentat qui est sorti normalement la veille de la diffusion de cette émission? Je sais pas. Avec Jean Dujardin, t'en as pas entendu parler? Non, Enfin, en fait, si, j'en ai entendu parler, mais de loin, j'en ai pas... Je m'y suis pas intéressée. Alors, elle s'appelle Novembre, tout simplement. Donc, il y a d'ailleurs une interview très intéressante avec Jean Dujardin pour ce film, donc qui est actuellement au cinéma. Vraiment, elle est sortie la veille, réalisé par Cédric Jimenez, pardon, et voilà, qui raconte vraiment comment la police s'est coordonnée pour traquer les responsables ou ceux qui étaient liés à ces opérations d'attentats. Ça a l'air d'être un film poignant aussi, vraiment avec beaucoup d'action. On vous le recommande, on ira certainement le voir, on vous en parlera si jamais. Bon, Shannon, c'était plus compliqué aujourd'hui, mais bon, après mes questions sont pas simples, je me rends compte qu'elles sont pas très simples, mais c'est pas évident non plus de créer des questions de flow, mais on va y arriver, un jour ou l'autre, avec le 3 sur 3. Bon, Shannon, on passe à l'autre du mois. Et à partir de maintenant, nous allons parler du film Revoir Paris, qui est sorti début septembre, le 7 septembre dernier. C'est un film de Alice Winocourt qui a comme rôle principal, dans le rôle principal, on retrouve Virginie Efira, actrice française plutôt connue quand même. Et ce film revient donc sur les attentats de Paris d'une façon plus ou moins indirecte, parce que ce n'est pas explicitement dit que c'est les attentats de Paris, mais dans cette histoire, on revient sur la vie de Mia, qui, après avoir été victime d'un attentat dans un restaurant à Paris, ne se souvient pas en fait de cet événement traumatisant, et en fait s'en souvient que par bribes. Et pour essayer de reprendre le cours de sa vie, Mia va mener une enquête pour retrouver la mémoire avec les victimes de cet attentat de Paris. Alors pour éviter que cette émission soit un peu trop anxiogène autour du 13 novembre, j'ai voulu faire une parenthèse sur Virginie Efira. Parce que je dois le dire, et même si je ne suis pas un grand expert du cinéma, j'y travaille, force est de constater qu'elle a quand même gagné le cœur des Français et qu'elle a percé dans de grands rôles à l'image de Revoir Paris. Elle a fait plein de grands films, mais à chaque film, elle me surprend et en fait on la redécouvre, ou du moins on la découvre sous de nouveaux visages. Alors c'est une franco-belge de 45 ans qui était, je sais pas si tu t'en rappelles, Shannon, une reine du petit écran dans les années 2000. Elle a commencé donc en Belgique, bon ça on ne le savait pas forcément, mais elle est arrivée en France assez rapidement. Elle devient la figure de proue de la chaîne M6. Elle séduit le public jeune, elle a animé la météo, mais là surtout, et c'est là où elle était très connue, elle a remplacé en 2005 Benjamin Castaldi à la tête de la Nouvelle Star. L'émission est quand même restée à l'écran pendant 5 ans. En 2010, elle plie bagage et elle s'envole pour la comédie. Elle enchaîne les rôles, des doublages également. C'est surtout aux côtés de Pierre Ninet qu'elle connaîtra un grand bond avec le film 20 ans d'écart, long métrage de David Moreau dans lequel elle incarne une rédactrice en chef d'un magazine de mode. Et de la comédie, elle prend un léger virage vers la tragédie, avec Le Grand Bain ou encore Adieu les cons d'Avenir Dupontel, qui font partie des grands films dans lesquels elle a su montrer tout l'étendue de son talent. Et on la voit maintenant avec Revoir Paris, où elle va encore plus loin dans la tragédie. Donc c'est vraiment un talent que je tenais à saluer dans cette parenthèse, avant qu'on rentre dans l'analyse du mois. Et je pense que ce petit point sur Virginie Efira était important parce que c'est vrai que
je suis pas spécialement fan d'elle, j'ai pas vraiment beaucoup vu de films d'elle, dans lesquels elle apparaît, mais pour ce film, en tout cas pour Revoir Paris, elle est vraiment bouleversante. Elle incarne très bien le personnage de Mia, qui, on en avait parlé avec Florian un peu avant, qui a en fait ce côté dans l'écriture même, et je salue aussi Alice Winocourt, la réalisatrice, parce que vraiment j'avais déjà vu un autre de ses films, Proxima, qui m'avait beaucoup touchée aussi. Et encore une fois, là, Alice Winocourt, elle a frappé, et dans l'écriture, elle a réussi à faire, à montrer en fait un personnage qui a vécu un événement hyper traumatisant, mais tout en le montrant avec justesse, je trouve, et de façon très réaliste. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des représentations de stress post-traumatique ou de personnages vraiment qui peuvent être dans une dépression, mais de façon un peu trop dramatique. C'est-à-dire, on peut avoir l'image de cette personne qui pleure dans sa baignoire sous la douche, qui vraiment n'arrive plus à avancer. Alors ça arrive, c'est le cas de certaines personnes, mais je pense aussi que dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas bien, pour X raisons, mais qui continuent à fonctionner, qui continuent à avancer malgré le poids qui pèse sur leurs épaules. Et là, c'est le cas avec Mia. Justement, le film n'est pas lourd dans ce sens-là. Il n'est pas accablant, parce que Mia, en fait, alors voilà, elle passe pas non plus sa vie à rigoler ou quoi que ce soit. On voit qu'elle va mal, on voit qu'elle a besoin donc de faire cette enquête pour se souvenir, etc. Mais elle n'est pas non plus, on n'est pas dans un jeu très dur, très accablant, très dramatique. Au contraire, on a ce côté, la simplicité de la vie, c'est tu vas mal, mais t'essayes d'avancer comme tu peux. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes dans la réalité. Et Alice Winocourt l'a bien écrit, et Virginie Fira l'incarne vraiment très bien. En fait, effectivement, Mia, elle montre un peu toutes les phases finalement post-attaque post-attentat pardon, pour se reconstruire. Si on recontextualise un peu, donc elle était dans l'un des bars où s'est déroulé les attaques. Elle s'exile de Paris pendant 3 mois. Et elle revient. Donc on n'a pas cette phase où elle est partie, on voit surtout la phase de reconstruction. Et en fait, elle passe par différentes étapes où déjà, elle a un blackout, elle ne se rappelle pas dans tous les détails ce qu'il s'est passé. On voit que un peu dans ses rêves et dans les quelques échanges, dans les peu d'échanges qu'elle a avec les personnes qui sont survivantes, ça se reconstruit petit à petit. Il y a aussi d'autres versions qui contredisent ce qu'elle pense. Donc en fait, elle est totalement perdue. On l'accuse même en fait de s'être enfermée dans les toilettes au détriment d'autres personnes qui auraient bien aimé aussi se cacher. Donc ça, faut voir aussi si c'est vrai. Et puis aussi le fait d'intégrer une association pour un peu échanger avec d'autres personnes, intégrer un réseau social où en fait chacun cherche à prendre des nouvelles sur la personne qui était avec elle pendant les attaques. C'est un peu le fil rouge aussi pour Mia, qui veut retrouver en fait un peu les personnes, ou surtout une personne en particulier qui était là avec elle, pour savoir si elle va bien, parce qu'en fait c'est aussi la principale préoccupation pour tout le monde, hein. C'est est-ce que la personne qui était à côté de moi va bien, qu'on la connaisse ou pas. Donc ça, c'est vrai que c'est particulièrement touchant. Et c'est je trouve que c'est très intéressant, parce que les attentats se sont passés, et je reviens juste sur le fait que dans le film, on ne dit pas expressément que c'est les attentats du 13 novembre. Il y a tout le contexte, certaines références, ils font croire très fortement, mais à aucun moment Alice Winocourt montre que c'est les attentats du 13 novembre. Après, il faut savoir que son frère, à la réalisatrice, était au Bataclan le soir des attentats du 13 novembre 2015, et elle était en lien par SMS avec son frère pendant que ça s'est passé. Donc son frère l'a beaucoup aidé à écrire ce film, et elle a eu vraiment un gros travail d'enquête, de documentation, pour vraiment montrer cette expérience, qu'elle soit tout à fait... c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre le film comme obligatoirement les attentats du 13 novembre. Et je pense que ça, c'est assez intelligent, parce que ça peut être quand même heurtant ça peut heurter quand même les personnes qui ont été victimes de près ou de loin de ces attentats,
parce qu'on peut très bien dire bah non ça s'est pas du tout passé comme ça, mais c'est vrai que quand on n'a pas été touché par exemple ça, même indirectement quand on a été touché à l'intérieur de nous, mais ce que je veux dire on n'a pas connu des personnes qui y étaient, ou on n'a pas perdu des personnes, on n'y était pas tout simplement, et en fait on a juste eu la vision médiatique de cet événement. On a eu voilà, les médias qui ont raconté les faits, etc. On peut avoir vu un documentaire ou ce genre de choses. Mais là, en fait, le pari du film, c'est de montrer dans une fiction comment ça a pu se passer. Et en fait, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte en regardant ce film que ils se sont fait attaquer. Sauf qu'en fait, une fois qu'il y a l'attaque, genre, qu'est-ce qui se passe après? C'est pas juste après les policiers sont arrivés et hop, tout va bien, tu vois. C'est, non, en fait, il y a eu l'attaque. Alors, les terroristes, on ne sait pas exactement vraiment ce qu'ils ont fait, mais en fait, au bout d'un moment, il y a des personnes qui ont réussi à se cacher, et en fait, il a fallu se cacher pendant plus d'1 heure pour éviter de se faire tuer, et en attendant que la police les évacue. Et en fait, tu te dis, à ce moment-là, moi, j'étais devant le film et je me disais, mais tu passes plus d'1 heure, en fait, caché et t'attends en fait, et tu sais pas si t'attends la mort ou si t'attends la vie en fait, et ça doit être une angoisse terrible, et tu dois, enfin c'est assez angoissant, et alors ça on le montre pas trop dans le film, mais on montre des bribes de plusieurs personnages qui le vivent, qui l'ont vécu, et je trouve que c'est très intéressant de voir que dans l'instinct de survie, des gens en fait se sont accrochés à d'autres gens. Ils se sont cachés avec d'autres personnes qui ne connaissaient pas forcément du tout, et ils ont passé en fait 1 heure, 2 heures, enfin, avec cette personne-là, à se tenir la main, à se réconforter. Il y a même un personnage qui a embrassé un autre parce que voilà, c'était un peu la fièvre de l'instinct de survie, entre guillemets. Si c'est mes derniers instants, je préfère les passer dans un baiser passionnel, entre guillemets. Et je trouve que c'est très intéressant de voir comment chacun a pu vivre ces moments d'angoisse, en fait, et qu'on se rapproche de gens qu'on n'aurait jamais... quelque chose qu'on n'aurait jamais fait s'il n'y avait pas cet événement traumatisant. D'ailleurs, parlons de cette scène de l'attaque finalement, et cette façon dont elle a été mise en scène, parce que quand le film commence, on ne sait pas s'il y aura les scènes un peu dures des attaques. Donc moi j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure tout le début du film, parce qu'en fait voilà, on sait jamais à quel endroit, parce qu'il y a eu pas mal de scènes avant quand même, hein. On sait pas si c'est dans ce resto, si c'est dans un autre, voilà, on s'y attend pas. Donc pour le coup ça a été bien mis en scène. Cette scène, après c'est vrai que les images sont particulièrement violentes, hein, même si c'est de la fiction. En fait, comme tu le disais, ça a été très médiatisé. Le truc cependant, c'est que nous on l'a vécu de l'extérieur, donc on entendait, je sais plus si moi je m'en rappelle, j'étais devant la télé, mais je sais plus si on entendait des bruits ou pas. Non, parce qu'on est arrivé une fois que, enfin, on en parlait une fois que l'attaque avait lieu. Et donc le fait d'avoir un regard intérieur, même si c'est peut-être pas exactement ce qui s'est passé, en fait, on est presque avec ceux qui y étaient. Enfin, moi, du coup, je pouvais imaginer l'horreur, et en fait de se dire, faut pas faire un bruit, faut se cacher, faut que personne m'appelle, surtout pas, parce que c'est sûr que ma vie, enfin, on va me tuer. Et enfin, c'est des scènes qui n'ont enfin, qu'on peut pas qualifier, hein, qui sont sans nom, mais qui sont quand même, je pense, importantes d'être montrées. Je pense que le film n'aurait pas eu la même teneur si on n'avait pas eu ces détails-là, parce que ça joue beaucoup sur la psychologie, de dire faut se remémorer de tous les détails dans le restaurant, pour Mia par exemple, où elle était, qui elle a vu aussi, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de références, hein, aux fantômes, finalement, aux personnes défuntes tuées. Donc sur ce coup-là, c'était quand même l'un des points forts du film. Même si ça reste quand même très dur. Moi, je sais que j'ai baissé les yeux à un moment parce que c'était très compliqué à regarder. Très compliqué. Je sais pas toi comment tu l'as vécu. C'est tout à fait vrai. En fait, quand tu rentres dans le film, tu ne sais pas si le film commence après l'attaque et Mia a déjà perdu la mémoire, etc. Ou c'est avant l'attaque et on va voir l'attaque. Dans tous les cas, je m'attendais à voir des scènes de l'attaque, mais vraiment, je savais pas trop comment. Et comme toi, j'ai eu vraiment
ce moment en fait de stress et je pense que c'était tout à fait voulu par le scénario et la réalisatrice, c'est de nous faire angoisser au début et elle met en fait, certes je vais pas spoiler, mais elle met certains éléments qui nous font monter la tension et oh punaise, genre est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver, et vraiment ce flou au début en fait finalement c'est aussi un peu essayer de nous faire rapprocher de l'expérience de ces personnes là. Comme tu dis, on est un peu avec on est avec ces personnes là, mais le flou qu'on a au début, c'est aussi le flou qu'ont eu ces personnes-là de qu'est-ce qui t'arrive en fait, qu'est-ce qui se passe, et faut attendre pour voir ce qui va se passer en fait. Et est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais pas mourir. Et bon là, il n'y a pas une question de vie ou de mort pour nous, mais est-ce que on se pose un peu la même question, est-ce que c'est à ce moment-là, est-ce que ça va se passer, et en fait c'est beaucoup de questions, et je trouvais que c'était vraiment très bien réalisé à ce moment-là. Et après, comme tu dis aussi, le film est très bien fait parce qu'en fait on se rend compte, au-delà de Mia, on montre Mia, mais on montre aussi plusieurs expériences. Il y a vraiment une pluralité d'histoires des victimes. Et voilà, on peut avoir aussi une autre victime, on peut avoir la famille des victimes, de victimes qui donc a perdu des proches. Et il y a vraiment c'est vraiment très beau de voir comment elle a dépeint diverses histoires. Et en même temps, on se rend compte, Mia se rend compte aussi que elle a croisé des personnes dont elles sont, même si elle se souvenait de toute la story, même si elle n'avait pas eu l'attentat, elle s'en souviendrait pas de ces personnes-là, tu vois. Mais en fait, d'un coup, elle va se rendre compte avec une photo que elle est à l'arrière de la photo. Et en fait, c'est des choses, tu te dis, en fait, oui, le soir, tu vas dans un bar, peut-être que il y a quelqu'un qui va te voir et qui va, en fait, il va plus se souvenir de toi. Mais en fait, dans ce genre de cas, la personne qui t'a vu peut-être un quart de seconde, ça peut vraiment t'aider parce qu'en fait, t'as partagé la même chose. Tu sais, c'est vraiment ces destins qui s'unissent. Et je trouve ça assez fou, en fait, c'est assez vertigineux. Non, exactement. Et maintenant, on parle, blablabla. Je vais faire une parenthèse sur un peu sur la réalisation, parce que je suis toujours un peu sensible à ça, qui est quand même très prenante, hein. Donc bon, on a parlé des premières minutes du film, donc qui sont quand même nécessaires, où on apprend un peu qui est Mia, sa vie personnelle, sa vie professionnelle. On voit que bon c'est un certain quotidien, mais on ressent pas trop le plaisir qu'elle a, surtout du point de vue personnel. Beaucoup de plans rapprochés sur les personnages, sur Mia, et ça fait sortir beaucoup d'émotions, et à chaque moment du film, à chaque instant finalement, et c'est un peu révélateur de l'évolution de l'état psychologique de chacun, entre le traumatisme, la reconstruction, le pardon, enfin non pas le pardon, mais le fait de tourner la page, finalement, l'espoir par la suite. C'est des plans qui sont très précieux, et j'étais particulièrement sensible à ça. On a d'autres plans très régulièrement sur Paris, les différents quartiers de Paris, qu'on peut interpréter comme, voilà, là, où il y a eu les attentats, la vie continue, presque comme s'il n'y avait pas eu les attentats, mais si, quand même, il y a des séquelles, notamment chez les personnages, parce qu'il y a souvent ce parallèle entre les points de vue de Paris et les personnages. Et c'est aussi quand même, il y a aussi un message fort derrière tout ça, c'est est-ce qu'on peut revenir à la vie d'avant? Est-ce qu'on peut reprendre tout comme avant? Et en fait, le parti pris de Revoir Paris, c'est que non, pas forcément, pas pour tout le monde. En tout cas, pour la plupart des personnes, non, c'est pas vraiment ça, parce que déjà, on peut peut-être ne plus revenir dans les lieux qu'on a fréquentés, parce que ça nous rappelait des souvenirs vraiment insupportables. Peut-être qu'on va plus fréquenter certaines personnes qui, en fait, sont pas forcément liées à l'attentat, mais qui, en fait, force est de constater qu'elles ne nous aident pas, mais elles n'y peuvent rien, ces personnes. C'est ça qui est très compliqué. C'est qu'en fait, on va peut-être plutôt se rapprocher des personnes qui ont vécu les mêmes événements que nous, et qu'on n'aurait jamais pensé, hein, comme tu le disais, peut-être garder contact par la suite. Donc il y a aussi un peu tout ce chamboulement qui se fait. Notamment, il y a aussi une phrase qui, alors je l'ai retranscrite à peu près, hein, mais c'est le compagnon de Mia qui est en fait impuissant en face à Mia, qui est un peu perdue et qui quitte un peu l'appartement pour quelques mois. Il dit à Mia: j'aurais dû être dans ces attentats avec toi, ne serait-ce que pour comprendre et l'aider à avancer, parce qu'il n'arrive pas, et elle ne sait pas non plus ce qu'elle veut. Et c'est très dur même d'entendre ces mots. Ces mots sont d'une gravité, et on comprend qu'en fait, accompagner une personne qui était aux premières loges des attaques, c'est pas une chose facile. Mais c'est tout. En fait, je pense que c'est très frustrant parce que t'es pas dans la tête de l'autre personne et en fait, ça me fait repenser à une citation d'Alice Winocourt, en fait, qui dit que
en fait, représenter un attentat, c'est irreprésentable, en fait. Tu peux pas, en fait, elle dit ça par rapport à l'expérience qu'a eu son frère, c'est tellement surréel, c'est tellement terrible, et justement, tu vois, je pense que c'est aussi pourquoi Mia et plein d'autres personnages dans le film, et je pense que c'était très réel, ont leur cerveau qu'on mis un gros stop, et qui, du coup, on ne se souvient plus. Parce qu'en fait, je pense que t'es pas prêt à ça, et le représenter, c'est terrible. Donc déjà, si c'est difficile de le représenter pour la personne qui a été victime, alors imagine pour la personne qui essaie de l'accompagner, qui n'a pas été victime, et qui en fait, qui est là, qui veut tout faire pour l'aider, mais qui ne peut pas, en fait, parce que t'es impuissant face à ça, et je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir montré ça aussi, que, en fait, parfois, ça peut aussi, être une épreuve dans un couple ou une épreuve dans une famille, parce que tout simplement il y a cette frustration de la personne qui se dit mais je sais pas quoi faire en fait pour elle, et c'est pas de sa faute, c'est de la faute de personne, tu vois, mais c'est comme ça. Et je trouve que quand tu parlais de Paris, je trouve que c'est très bien, déjà le film s'appelle Revoir Paris, donc c'est aussi montrer une autre représentation de Paris, mais aussi moi il y a une scène qui m'a beaucoup marquée. C'est à un moment donné, donc Mia est dans un appartement au-dessus de la place de la République, c'est ça ? Et toutes les commémorations, les bouquets de fleurs, les dessins qui ont été déposés par des personnes en soutien aux victimes, en fait, au bout d'un moment, il faut bien qu'elles soient retirées. Et en fait, on voit des éboueurs retirer ces choses-là. Et en plus, ils le font voilà, il faut qu'ils aillent vite. C'est des éboueurs, c'est la nuit, ils en peuvent plus, je pense, tu vois. Faut les comprendre aussi. Et du coup, ils font ça, paf, ils balancent les trucs. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais oui, mais mince, en fait. Parce que quand il y a ce genre de commémoration, que les gens déposent des choses, des enfants qui font des dessins, ou ce genre d'hommage, en fait, au bout d'un moment, ça peut pas rester dans la ville, ça peut pas rester à cet endroit-là, il faut bien que ça passe, il faut bien les retirer au bout d'un moment. Et en fait, là, on a l'envers du décor, en fait, aussi. Encore une fois, on a l'envers du décor, et on se dit, waouh, oui, en fait, et c'est un peu choquant, parce que tu te dis, c'est tellement dommage, c'est tellement beau à la base, mais il faut bien le faire. Et je trouve que, ouais, ce film est vraiment basé là-dessus, c'est l'envers du décor, c'est qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de l'attentat, qu'est-ce qui s'est passé pour les victimes, des mois après, comment ça se passe, elles, dans leur tête, la pluralité des histoires, comme on l'a dit, mais aussi, d'un point de vue général, comment Paris, en fait, s'est reconstruit après ça. C'est sûr, c'est sûr. Et il y a un dernier point, Chanel, que tu as évoqué, et c'était vraiment très intéressant. Il y a un symbole, une image qui revient à plusieurs reprises dans le film. C'est la scène avec des mains. Et c'est pas pour rien. Oui, en fait, il y a beaucoup de gros plans sur les mains, comment les mains se touchent. Et ça c'est aussi, je pense, une belle référence à le lien qui est créé entre les personnes qui ont vécu ces choses-là, et en fait qui sont liées par cet événement traumatisant, en fait, et je trouve ça super beau, et aussi même il y a tout un rapport avec le corps, parce que tu vois que Mia, au début, elle est chez le médecin, elle a été blessée, et elle est là, non mais je veux que esthétiquement on me retire, on fasse quelque chose avec la cicatrice, parce que en fait au début elle veut mettre ça derrière elle, et en fait je spoil pas trop, mais au fil du film, elle va de plus en plus accepter son corps, de l'assumer, entre guillemets, assumer ses cicatrices. Et je trouve ça super beau, en fait. C'est très beau aussi. Il y a le psychologique, mais il y a aussi le corps, en fait. Et c'est très important, je pense. Exactement, Shannon. Et c'est donc ce sur quoi on va terminer cette émission. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Entre nous. On vous donne rendez-vous un jeudi par mois pour de nouvelles analyses, une nouvelle œuvre, et tous les jours de la semaine sur nos réseaux sociaux pour toujours plus de culture. On vous recommande vivement d'aller Revoir Paris, sorti le 13 septembre, il y a encore quelques semaines. 7 septembre, pardon. Pardon ? Le 7. Pourquoi je dis le 13 septembre ? C'est 13 novembre, là on a été perdus. Donc il faut se dépêcher, et il y a le film Novembre également. Peut-être pas enchaîner les deux, c'est peut-être compliqué, mais en tout cas on vous le recommande également. Merci à toi, Shannon, à très vite. Merci à toi, Florent, et merci à vous de nous avoir écoutés.